Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Europe Hebdo. On est ensemble pour 30 minutes d'actualité européenne. À l'heure où les dirigeants de l'Union rencontrent leurs homologues de l'Union africaine à La Valette à Malte pour tenter de trouver des solutions au dossier migration, nous allons revenir longuement avec mes invités sur les racines de cette crise. Une crise sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale sur le territoire européen. Donc faut-il ouvrir les frontières ou juguler cet afflux? Comment? Quel rôle pour les pays extérieurs de l'Union, notamment la Turquie? Avec moi pour en parler, Jean Quatremer, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et correspondant du journal Libération ici à Bruxelles. Merci d'être avec nous. Jean Arthuis, vous êtes député européen, membre du groupe libéral-démocrate et président de la commission des budgets. Bienvenue à vous. Bonjour. Enfin, Emmanuel Morel, vous êtes également député au sein de cette haute assemblée et vous êtes député socialiste, membre de l'aile gauche, c'est ça? Vous ne diriez pas frondeur? Socialiste authentique. Ok, socialiste maintenu. Bon, bah écoutez, parfait. Canal historique. Canal historique du socialisme. Bon, avant de discuter plus longuement, je vous propose de revenir un petit peu sur cette crise. C'est un sujet d'Hugo Barbieux. Ils seront 160 000 réfugiés relogés dans l'Union. La décision a été entérinée lors d'un sommet informel en septembre à Bruxelles. Trouver une solution pour soulager la pression migratoire, c'est bien la préoccupation numéro 1 des pays européens depuis plusieurs mois. Depuis 2015, ceux-ci doivent faire face au plus grand exode depuis la Seconde Guerre mondiale. Près d'1 million de personnes auraient atteint l'Union européenne. Syrie, Irak, Afghanistan, Érythrée, les réfugiés viennent de zones de guerre, de conflits, de dictatures. Les conseils européens et les réunions des ministres se sont multipliés, sans résultat. Le sommet de La Valette à Malte entre l'Union européenne et l'Union africaine est une nouvelle étape. Organiser le retour des candidats à l'immigration et le développement des pays de départ. À l'heure où Bruxelles estime que près de 3 millions de migrants arriveront en Europe dans les 2 prochaines années, il faut coûte que coûte réguler les nouveaux départs vers l'Europe. Emmanuel Morel, on a réussi à se partager difficilement 160 000 réfugiés après plusieurs sommets européens, plusieurs réunions des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne. On apprend qu'on attend 3 millions de réfugiés d'ici 2017. L'Europe n'est pas à la hauteur des enjeux? Je dirais pas ça comme ça, mais il y a incontestablement, on l'a vu avec la Grèce, on le voit aujourd'hui avec la crise des réfugiés, une crise du projet européen, et notamment une crise de la solidarité. À quoi on est confronté concrètement? Voilà des hommes et des femmes qui quittent leur pays parce qu'il y a la guerre, parce qu'ils sont persécutés, parce qu'ils sont menacés de leur intégrité physique. Et un continent comme l'Europe, qui s'enorgueillit d'être une terre de droits de l'homme, une terre de droit d'asile, une terre de la démocratie, ne peut pas pinailler alors qu'il s'agit d'accueillir des gens qui sont menacés dans leur chair. Donc là, l'Europe pinaille. Pardon? On pinaille. L'Europe pinaille. Ah bah, pendant un temps, franchement, quand il s'est agi de discuter de comment on répartissait, avec le retour des égoïsmes nationaux sur cette question qui a été un peu insupportable, je crois que oui. Il y a une prise de conscience, incontestablement, mais il y a des opinions publiques qui sont rétives, et puis il y a des gens aussi qui jouent avec les peurs des opinions publiques. La réalité, c'est qu'il faudrait affronter le problème de façon généreuse, humaine, et de dire aussi quelque chose de simple. L'Europe, c'est plus de 500 millions d'habitants. Il y a une crise, en effet, qui risque de nous amener 2-3 millions de personnes. Et si, intelligemment, on essayait de les accueillir dignement. Je crois que l'Europe en est capable. Et l'honneur de l'Europe, c'est précisément de réussir ça. Alors, Jean Quatremer, vous n'êtes pas d'accord? Non, mais quand on parle d'Europe, c'est un peu facile, parce qu'on ne sait pas de qui on parle. Est-ce que ce sont les institutions européennes ou est-ce que ce sont les États? En l'occurrence, les institutions européennes, dans cette affaire, ont plutôt été exemplaires. Le premier à prendre la mesure de ce qui est en train de se jouer, c'est Jean-Claude Juncker. Il a compris que ce n'était pas une crise migratoire à laquelle on avait affaire, mais une crise des réfugiés. C'est quand même super différent, parce qu'à quel moment... On nous l'a présenté au début comme une crise des migrants. Absolument, mais on a mis un petit peu de temps à comprendre. Il a fallu la photo du petit Aylan pour qu'on comprenne... Mais maintenant, je dirais que c'est à partir du mois d'août, juillet-août, qu'on a commencé à en prendre conscience. Parce qu'auparavant, c'était, je dirais, les flux migratoires habituels. Et c'est à partir du mois de juin-juillet qu'on voit brutalement un accroissement du nombre d'arrivées, tout simplement parce que les camps situés en Turquie, en Jordanie et au Liban se vident, parce que les gens n'ont plus d'espoir qu'il y ait un règlement rapide de la question en Syrie. Puis honnêtement, après 5 ans passés dans un camp, vous n'avez qu'une envie, c'est dans un pays normal, avec vos enfants et un avenir. Mais quand vous dites que la Commission européenne a été exemplaire, donc vous pointez dans l'autre sens que c'est les États
États qui ne sont pas à la hauteur des enjeux? Qu'est-ce qui refuse de jouer le jeu de la solidarité? Ce sont certains États, je veux dire, notamment la France, parce que la France, elle a un Front National à 25%, et donc François Hollande n'est pas très courageux dans cette affaire, et il laisse Angela Merkel prendre tous les risques et tous les coups. Vous avez la Hongrie qui n'est pas très généreuse, les pays d'Europe de l'Est, et vous avez parmi les pays généreux l'Autriche, l'Allemagne et la Suède. Donc c'est un problème étatique. Et pourquoi? L'Autriche moins, c'est vrai, mais parce qu'ils sont divisés entre conservateurs et socialistes. Donc quand on parle d'Europe, il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'on s'amuse toujours à mélanger le niveau européen vraiment communautaire, c'est-à-dire fédéral, avec celui des États fédérés. Ceux qui ne veulent pas jouer le jeu de la solidarité, ce sont un certain nombre d'États fédérés qui, par ailleurs, bénéficient de la solidarité européenne. Depuis longtemps, je parle des pays d'Europe de l'Est notamment, qui reçoivent chaque année 4% de leur PIB en aide structurelle et en politique agricole commune. 4% Il par avait an été de leur question PIB. d'ailleurs, c'était Wolfgang Schäuble qui avait dit qu'il était... Enfin non, c'était Thomas de Maizière, ministre de l'Intérieur allemand, qui avait proposé en fait qu'on coupe ces budgets et ces aides aux pays de l'Est parce qu'il refusait la solidarité En tout cas, européenne. ils s'en souviendront, quand on va négocier les prochaines perspectives financières, il y a sans doute quelques pays qui vont avoir quelques difficultés quand ils vont réclamer de l'argent. Jean Arthuis, vous qui êtes à la tête de la commission des budgets, est-ce qu'il n'y a pas une conditionnalité à mettre en place quand on a des pays qui ne rentrent pas dans ce cadre de la solidarité européenne? On n'en est pas là, mais je crois qu'il faut surtout qu'on ait une politique globale. C'est bien que Jean-Claude Juncker ait souhaité que l'on relocalise, qu'on répartisse les réfugiés. Enfin, 160 000, ça paraît ridicule on a par parlé rapport de aux 3 120 000, millions. de 160 000. Ouais. Il va y avoir sans doute cette année 1 million de franchissements illégaux des frontières extérieures de l'Europe. Disproportion totale. Et en évoquant la répartition, les quotas, on a accrédité l'idée qu'il y avait là une espèce de fatalité. Et on se rend compte que l'Europe subit. Et ça n'est pas l'Europe qui est en cause. L'Europe a cru qu'elle avait défini une politique en matière migratoire, alors qu'elle a laissé l'intégralité des prérogatives aux États membres. Et c'est ça qui fait problème. On a 28 pays dans l'Union européenne, 28 applications du droit d'asile. Dans certains pays, les réfugiés peuvent travailler instantanément. Dans d'autres pays, il faut attendre 1 an ou plus encore. Les conditions d'hébergement ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et les réfugiés eux-mêmes finissent par s'interroger pour savoir dans quel pays il vaut mieux aller plutôt que tel autre. Et du coup, ils vont en Allemagne. Alors, ils vont plutôt en Allemagne, c'est ça que l'on peut Il y a dire. de la croissance Mais en Allemagne. le vrai sujet, c'est quand même de s'attaquer aux sources des migrations. S'il y a des guerres, s'il y a une déstabilisation complète au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, c'est parce que certains Européens, à un moment donné, sont allés, au nom des printemps arabes sans doute, déstabiliser, ce qui pouvait avoir du sens. Mais les Européens ont été incapables d'accompagner le mouvement. Que se passe-t-il ensuite, s'agissant de l'Afrique subsaharienne, où les courants migratoires sont très importants, ils ne sont pas nouveaux. Mais ils ont été en partie débridés par le fait qu'il n'y avait plus de difficultés pour traverser la Libye. Sinon, on était dépouillé de ses biens. Mais on pouvait y aller. Donc on peut remercier Nicolas Sarkozy d'avoir déstabilisé la Libye, c'est ça que vous dites? Écoutez, très franchement, je trouve qu'on a une part de responsabilité. Cette crise des migrations, elle prend sa source hors du territoire européen. Et c'est ça qui est nouveau. Et par conséquent, si on veut un minimum d'efficacité, il va bien falloir qu'au plan diplomatique, il y ait une mise en cohérence des positions des États membres de l'Union européenne. Oui, ce qui n'est et pas si le l'on cas. veut être efficace en termes diplomatiques, il faut qu'il y ait un minimum de capacité d'intervention militaire. Et si on veut calmer le jeu en Afrique, moi je vois le problème des Africains subsahariens. Ils arrivent dans des pays comme la France, ils vont à l'OFPRA. L'OFPRA va mettre 1 an avant de savoir s'ils sont fondés à avoir le statut de réfugié. Dans la plupart des cas, ils sont déboutés. Alors ils font appel, ça dure 1 an et demi supplémentaire, et lorsqu'au bout de 2 ans et demi ils sont déboutés, il n'est plus question de les rapatrier, parce que les États dont ils sont originaires n'acceptent pas qu'ils soient rapatriés. S'il y avait une politique, et ceci sera en discussion à la Valette, au s'il sommet y de la avait Valette. une politique de développement, une vraie politique de développement, alors à ce moment-là, il pourrait y avoir une convention entre les pays africains et l'Union européenne, au terme de laquelle on s'engage à développer ces pays d'Afrique subsaharienne, mais en contrepartie, lorsqu'un ressortissant de ces pays est identifié dans l'Union européenne, il peut être rapatrié À chaque fois qu'il y a une crise, on dit qu'il faut développer le budget de l'aide au développement, mais c'est le premier budget qu'on coupe dès qu'il y a une crise justement économique. Alors ça, c'est un vrai sujet. Mais comment se fait-il que le Fonds européen de développement n'est pas intégré au budget de l'Union européenne ?
vrai sujet. Là, moi, ce C'est que un j'aimerais déficit. comprendre surtout, c'est pourquoi est-ce que on met en place donc un sommet à La Valette qui se tient actuellement. On va mettre à la table des négociations plusieurs chefs d'État et de gouvernement européens, plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains. Et l'idée, c'est quoi? C'est des milliards contre la capacité de réadmettre. La Commission a C'est fait quoi? une Il y a estimation. quand même un petit peu de cynisme là-dedans, Emmanuel Il y a surtout Morel. moi, la conditionnalité ne me gêne pas forcément. On l'évoquait au sein de l'Union européenne. Là, pour le coup, ça me gêne. C'est-à-dire, je trouve que c'est assez cynique de dire aux Africains, aux pays du Maghreb, De l'argent écoutez, on contre est une prêt à vous réadmission. donner de l'argent en gros, si vous jugulez la crise migratoire et vous faites ça dans votre coin. Mais, monsieur je Morel, pense que c'est pas là. il faut être raisonnable. Honnêtement, je pense que c'est pas à la hauteur de ce que doit être l'Union européenne aujourd'hui. Il faut maîtriser la politique il faut migratoire. maîtriser, on est d'accord. Mais en Est-ce même que temps, vous maîtriser êtes le veut dire premier. sous-traiter? Exactement. Moi, si vous me permettez, je finis là-dessus. Sous-traiter, ça veut Je dire- pense qu'il ne faut ça pas veut dire quoi? sous-traiter, je pense qu'il ne faut pas externaliser, il ne faut pas conditionner l'aide nécessaire aux pays en voie de développement. Vous l'avez dit très justement, on passe notre temps à dire qu'il faut être plus solidaire, il faut plus coopérer, et en même temps, tous les États membres, mais aussi l'Union européenne, pour le coup, coupent l'aide au développement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on pourrait dire autre chose. Par exemple, moi, je suis en commission commerce international. On passe notre temps à dire qu'il faut aider les Africains, et en même temps, on prépare des accords de libre-échange qui vont clairement déstructurer leurs industries, leur agriculture, leur économie. Donc, à un moment, il faut une forme de cohérence. Et cette cohérence, vous l'avez bien dit, de toute façon, c'est un problème global. Et l'Union européenne a aussi un devoir de solidarité dans cette affaire parce qu'elle a des responsabilités. C'est une épreuve sans mais aussi précédent pour parce l'Union que- européenne. Mais bien sûr. C'est une épreuve de moi- vérité moi, pour je l'Union pense que européenne. l'Europe peut mourir sur cette Et donc, il va être temps, Donc, il va être il temps faut que être vous à la acceptiez hauteur. une constitution, monsieur Morel. Parce que je nous vois avons pas le besoin d'une rapport, Europe mais- fédérale. Nous avons besoin d'une Europe qui soit pilotée et dirigée. Je rappelle quand même que c'est François Mitterrand et Helmut Kohl qui avaient proposé dans les années 90, fin des années 80, la création d'un corps de garde-frontières européen. c'est vrai. Je veux dire que ça fait maintenant 25 ans. Mais il Et à faut- chaque fois faut de qu'on l'argent. trouve... Non mais c'est pas seulement de l'argent, c'est qu'il faut aussi par exemple que la France, elle accepte qu'une partie de la politique des frontières dépend de l'Europe. Et ça, il n'en est pas question parce que la Faire rallier- perte de faire souveraineté. rallier la position Maintenant, allemande. mais maintenant Attendez, oui, mais les attendez. Allemands eux-mêmes, pendant 15 ans, Dites-moi. ont bloqué. Donc que chacun défend sa souveraineté parce que le contrôle des frontières, ça c'est vraiment la souveraineté maximale. Et donc on veut bien lever les contrôles contre des contrôles en profondeur, par exemple. Schengen, on dit toujours c'est la levée des contrôles, mais c'est le contraire. Schengen, c'est l'extension des frontières à l'intérieur de tous les pays européens. Pourquoi, par exemple, la Grande-Bretagne ne veut pas de Schengen? Pas uniquement parce qu'elle perd le contrôle de sa frontière, c'est parce qu'elle doit obliger sa population à avoir sans arrêt sur elle une carte d'identité. Or, quand on rentre en Grande-Bretagne, on n'a plus de carte d'identité. Nous, en revanche, on doit en permanence pouvoir se justifier d'où son on vient, identité. sa carte d'identité, etc. Finalement, il y a plus de contrôle. c'est Il y ce a- que vous dites. Schengen, c'est pas moins de contrôle, c'est davantage de contrôle et alors sur l'ensemble des territoires. Donc c'est cette espèce de mythe, on a désarmé, c'est pas Oui. vrai. Oui, mais pourquoi? Parce que les États ne se font pas Rapidement. confiance mutuellement. Et on voit bien que Shenzhen est un espace de déficit de confiance entre les États. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vrai contrôle aux frontières extérieures. Extérieures, voilà. Alors on parle Oui, aujourd'hui mais évidemment. de garde-frontières Il et faut de fédéraliser. garde-côtes. Mais dites-moi, qui va être l'autorité qui va assurer le commandement, qui va assurer la tutelle? Il y a Frontex qui Ouais. existe. Frontières extérieures. Frontex va avoir, avec les dotations complémentaires de la lettre rectificative, dans le budget 2015, on aura finalement 235 emplois. Et les États, Frontex demande aux États 750 mises à disposition. Pour l'instant, On il y n'y a est à peu pas, quoi. près 300 mises à disposition. Monsieur Arthur, vous Et parlez les des autres gardes ne viennent pas. Vous parlez des gardes frontières, mais là, on est confronté quand même à un problème budgétaire. C'est-à-dire qu'on a un budget de l'Union européenne qui est Oui. tellement rikiki, Ouais. tellement On n'est contraint, pas à la hauteur que des quand enjeux. on est confronté à des crises comme ça qui arrivent brutalement et qui nous interpellent en tant qu'Union européenne, Et on d'où est viennent- incapable de réagir. D'où viennent Alors, les fonds? D'où viennent justement. Ils viennent des États membres. Et justement, je suis bien Alors, d'accord. la Commission est obligée de demander aux États membres de mettre la main à la poche pour le Fonds européen de développement, d'imaginer des trust funds pour l'Afrique et pour la Syrie. Seul problème, c'est la Commission a demandé 2 milliards 300 millions. Et pour l'instant, il doit y avoir à peu près 50 millions. 50 millions d'engagements. Oui, donc Ça fait effectivement des pas énorme. Donc Alors, le compte n'y est pas. Justement, c'est une transition toute trouvée parce qu'il y a un autre pays à qui on a promis des milliards contre la gestion de sa frontière extérieure avec l'Europe, c'est la Turquie. La Turquie qui accueille quasi 2,5 millions de Syriens, notamment dans des camps de réfugiés. C'est Flora Sauvage qui nous y emmène. Reportage. Des tentes à perte de vue. En face, la Syrie et ses combats.
Voici le camp de réfugiés de Karkamış, dans la province de Gaziantep, en Turquie. C'est l'un des 24 camps de réfugiés érigés par le gouvernement turc. Ici, les Syriens sont entièrement pris en charge. Écoles, mosquées, soins médicaux, tout est prévu. Voici la porte par laquelle vous êtes arrivés. Comme vous le voyez sur ce plan, le camp est divisé en 6 quartiers. Actuellement, le camp a atteint sa capacité maximum. Il y a 7212 réfugiés au total, dont la moitié d'hommes et la moitié de femmes. Érigé en août 2012, le camp de Karkamış accueille aujourd'hui plus de 2000 enfants. On a dû construire une école avec des containers face à l'afflux de réfugiés. On a aussi dû créer une deuxième école avec 8 classes supplémentaires. Dans cette école, les enfants de 5 à 19 ans suivent des cours en turc et en arabe. Walid était professeur d'anglais en Syrie. Voici ma tente. Il vit désormais sous une tente avec sa femme et ses 4 fils. J'ai un appartement à Alep et une maison à la campagne. Cela fait déjà plus de 3 ans que nous vivons ici, dans ce camp. Au départ, on pensait que ça ne durerait pas. Mais maintenant, ça commence à faire vraiment long. Comme Walid, beaucoup de Syriens issus de la classe moyenne supérieure vivent dans les camps de réfugiés. Nous leur donnons 85 livres turcs par mois par personne, l'équivalent de 27 €, pour qu'ils puissent faire leur marché et s'acheter de la nourriture. On fournit l'électricité, les frais médicaux et tout le reste. La Turquie considère les réfugiés comme des invités, c'est donc notre devoir de nous occuper d'eux tant qu'il le faudra. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Hassan et sa famille sont parmi les premiers à s'être installés dans le camp de Karkamış. À 57 ans, ce maçon a dû fuir Alep. Ça, c'est Alep. Il a perdu sa maison et tout ce qu'il possédait lors d'un bombardement. Waïda, 9 ans, a gardé des séquelles de la guerre. Ma fille est devenue sourde lors du bombardement de notre maison. Désormais, Hassan survit avec sa femme, ses 7 enfants et ses petits-enfants, ici en Turquie. Mais il ne regrette pas d'être parti. 40 membres de ma famille ont été tués dans des bombardements. 40! À l'image d'Hassan, plus de 2 millions de Syriens ont trouvé refuge en Turquie. Il serait plus de 4 millions à vivre en exil. Mais seuls 250 000 Syriens vivent dans les camps de réfugiés. Les autres sont disséminés sur le territoire turc. De son côté, l'Europe est réticente à accueillir des réfugiés en nombre et propose des milliards d'euros à la Turquie pour leur prise en charge. Une situation peu acceptable pour les Turcs. Donner de l'argent, ce n'est pas la solution. Je pense que les autres pays feraient mieux d'accueillir des réfugiés chez eux. C'est vraiment bien de les accueillir, mais le problème qui se pose est économique. Ils viennent ici, mais la Turquie ne peut pas leur donner de permis de travail. Car sinon, ça serait trop dur pour les Turcs. Les permis de travail sont délivrés au compte-gouttes car les Syriens sont considérés comme des invités et non des réfugiés. Un statut qui ne leur permet pas d'exercer une activité. C'est le cas d'Amira qui a trouvé un travail non déclaré. Elle a fui la Syrie il y a 2 mois. Aujourd'hui, elle vit seule à Gaziantep avec ses 3 enfants. Quand je suis arrivée ici, j'ai profité de l'hospitalité d'une amie, mais ensuite cette amie a émigré en Europe. Donc je suis restée un peu et j'ai cherché un travail. Et tous les endroits où j'allais, les gens savaient que j'étais seule avec mes 3 enfants. Donc ils m'ont donné de la nourriture et des vêtements. C'est comme ça qu'on a réussi à survivre jusqu'à ce que je trouve un travail. Regardez où j'habite. Ici, cela ne ressemble à rien. Je suis un être humain. J'espère trouver un autre logement bientôt. Depuis 2011, la Turquie a annoncé avoir déjà dépensé plus de 6 milliards d'euros pour l'accueil des réfugiés. Mais cet accueil semble bien avoir atteint ses limites. Selon Ankara, le nombre de réfugiés sur son sol devrait atteindre 2,5 millions de personnes d'ici à la fin de l'année 2015.
Alors la Turquie qui dépense quasi 7 milliards d'euros, 2,5 millions de Turcs, 2,5 millions de Syriens en fait sont sur le territoire turc. Est-ce qu'on peut décemment demander à la Turquie de prendre en charge complètement cette crise des réfugiés, Jean Arthuis? Je crois qu'il faut aider la Turquie. Il faut aider le Liban, il faut aider la Jordanie, parce qu'on pourrait ajouter ces deux pays qui accueillent eux aussi plus d'1 million de réfugiés. Car si, et les aider, c'est financièrement si ces pays doivent être aidés impérativement, il faut deux choses. Il faut aider ces pays pour assurer la scolarisation des enfants et une vie digne. Il faut aussi contribuer à rétablir la paix en Syrie et au Moyen-Orient pour que ces réfugiés puissent repartir chez eux. Or, pour l'instant, je ne sais pas où sont ces crédits. On a annoncé 3 milliards. On a annoncé 3 milliards. Oui. On les a pas. Je ne les ai pas vus dans le budget, en tout cas. D'accord. Il y a des efforts qui sont faits, mais qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Encore une fois, il s'agit, et ce reportage le montre bien, de réfugiés. C'est-à-dire ce sont des médecins, des avocats en partie. Il y a à peu près 10% d'analphabètes qui arrivent actuellement en Europe. Ce sont quand même des catégories professionnelles. Donc assez vous êtes chirurgien, vous êtes avocat, vous avez une maison, une résidence secondaire à la campagne, en Syrie, et vous vous retrouvez pendant 3-4 ans dans un camp de toile. Il est normal que les gens aient envie de venir en Europe pour s'offrir peut-être davantage, je dirais, d'avenir à leurs enfants, d'offrir davantage d'avenir à leurs enfants. Mais ces gens n'ont pas vocation à rester chez nous. Ils ont vocation à rentrer chez eux. Je vous rappelle que pendant la guerre de Yougoslavie, il y a 900 000 Bosniaques qui sont réfugiés en Allemagne. Eh bien, ils sont quasiment tous rentrés en Bosnie, alors que la Bosnie, c'est quand même pas le Donc là, paradis vous êtes en train de nous dire qu'on fait une montagne de pas grand-chose. Mais oui, on peut les accueillir chez nous. Je veux dire, rendez-vous compte, en France, en 2015, il y a eu 8% d'augmentation des demandes d'asile. 8%, pas 80%, pas 800%. Imaginez demain qu'on ait 2,5 millions de réfugiés syriens chez nous, comme la Turquie. Vous imaginez l'effort que font les Turcs? Donc un peu de respect, ces gens ne veulent pas venir prendre le travail des Français comme on l'entend dans notre discours, je dirais, dominant en France. Ils veulent simplement vivre en paix et offrir un avenir à leurs enfants et à terme, dès que la situation est calmée, et là c'est la question de la politique étrangère européenne, Absolument. Rentrer dans leur pays pour que ça stabilise. C'est là qu'est la politique globale. Alors Emmanuel Morel, est-ce qu'on est en capacité d'accueillir, pourquoi pas, 2 millions de Syriens vu que en Europe, déjà, le mérite de ce reportage, c'est de rappeler quelque chose sur lequel on n'assiste pas assez, et évidemment ça fait le jeu des démagogues de tout poil, c'est que la plupart des réfugiés, ils ne viennent pas en Europe, ils sont dans la périphérie des pays qui quittent. Et aujourd'hui, on parle de la Turquie, mais on pourrait parler du Liban, on pourrait parler de la Tunisie, qui accueille 1,8 million de Libyens. Donc c'est des pays quand même qui font face à des situations... Qui payent un lourd tribut en fait aux guerres. Là, nous, on est en train de discuter de 160 000 ou même 800 000 en Europe, et l'Europe c'est 500 millions d'habitants. C'est là qu'il faut d'une politique extérieure. De ce point de vue-là, il faut relativiser. Je suis totalement d'accord avec M. Quatremer sur un point, c'est des réfugiés. Et quand on regarde dans l'histoire, on va dire l'histoire du XXe siècle, il y a eu des mouvements massifs de réfugiés, des gens qui ont fui la guerre ou les persécutions. Ils ont été accueillis, et la plupart du temps, dans des pays européens. Et puis, une fois que la situation était normalisée dans leur pays, ils sont revenus. Parce qu'on ne quitte jamais son pays, évidemment, avec plaisir. Et puis, par ailleurs, je ne sais pas s'il faut faire la distinction. Il y en a qui sont chirurgiens, d'autres analphabètes. La réalité, c'est qu'y compris, il y a une migration économique. Ça a toujours existé. Et peut-être faut-il avoir une vision un peu dédramatisante par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a, je crois, 60 millions de migrants dans le monde. Bah oui, l'Europe, qui est un continent riche, pas totalement prospère, mais riche en tout cas, elle peut se donner les moyens d'accueillir dignement ces gens. Alors, dernière question, est-ce que, par rapport à ce que vous disiez à l'instant, vous diriez que l'Europe aujourd'hui est une forme de citadelle assiégée et qu'on est un petit peu complètement terrorisé à l'idée de voir déferler des hordes de migrants sur notre territoire? Et quel est le risque derrière ça? Quel est le risque en fait de cette crise? Vous disiez tout à l'heure que le risque c'est une implosion de l'Europe. Est-ce que c'est le cas? Le risque, à mon avis, c'est que ceux qui exercent les responsabilités au plan étatique et au plan européen donnent l'image d'une sorte d'impuissance, comme s'il y avait là une espèce de fatalité. Or, il faut expliquer à nos concitoyens que nous sommes dans la mondialisation et que l'urgence, c'est de donner à l'Union européenne un vrai gouvernement, de lui permettre d'avoir une politique extérieure qui soit audible, avec une capacité militaire qui donne du crédit à la politique... on en est loin, pardon. On est loin, bien sûr. Quand même très, très loin. Je pense que cette crise des migrations doit être l'électrochoc d'une prise de conscience collective pour promouvoir l'Union européenne. Sinon, derrière, c'est quoi? C'est l'explosion de l'Europe?
Le risque, S'il n'y a pas de sursaut ? l'Europe en effet est en danger. Écoutez les populistes et l'écho qu'ils peuvent avoir ici et là. L'urgence, c'est d'ouvrir le débat devant les citoyens et de refonder le projet européen. Car pour l'instant, nous avons un simulacre d'Europe. Est-ce que vous êtes d'accord, Emmanuel Morel ? Moi, je suis d'accord sur le fait que l'Europe peut mourir sur ces questions-là. Mais comme, et peut-être qu'on sera en désaccord, j'ai été sidéré par ce qui s'est passé avec la Grèce, parce qu'à mon avis, c'est la même chose. C'est la crise du projet européen en tant qu'espace de solidarité, solidarité avec le reste du monde, c'est un problème solidarité de aussi. en son sein. Ça n'est pas qu'une question de gouvernance, c'est aussi une question... Le problème de la Grèce, c'est un problème de gouvernance. Conception de la vie économique et sociale en Europe. Et qui n'a pas été gouvernée. À partir du moment où on est complètement le nez sur les déficits publics et qu'on ne s'occupe pas de la relance de l'activité, ça pose un problème. Mais là où vous avez raison de toute façon, c'est que ça doit être un électrochoc. Et ça doit être le sursaut. C'est possible, parce que vous parlez des risques. Les risques, c'est d'abord la fracture au sein des États membres. On a vu le groupe de Visegrad, mais il pourrait y avoir une fracture entre Est et Ouest. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est aussi le prix politique. S'il n'y a pas une façon de sensibiliser nos concitoyens au problème, évidemment, il y a des europhobes qui vont s'emparer de ça et qui vont menacer le projet européen à terme. Jean Quatremer, rapidement. Le parallèle entre la Grèce et la Syrie, personnellement, je ne le partage pas parce que je ne pense pas que les Européens aient été faire en Syrie ce que Bachar al-Assad fait efficacement. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc, et la solidarité a fonctionné. En l'occurrence, on leur a prêté 320 milliards d'euros, donc la solidarité a fonctionné. Et là, il y a un vrai danger d'explosion. Il y a un vrai danger d'explosion de l'Europe. Ce que dit la chancelière elle-même, elle dit ce qui se passe actuellement en Europe, c'est ainsi que naissent les conflits. Là aujourd'hui, l'égoïsme national qui consiste à se renvoyer les réfugiés et les migrants les uns chez les autres, c'est le meilleur moyen pour que demain on règle la question d'une façon militaire. Ça arrivera si on continue comme ça. Donc il faut aujourd'hui un sursaut qui ne peut être que fédéraliste. Et ça peut-être que ça va peut-être convaincre justement les frondeurs du Parti socialiste de rejoindre l'idée fédérale européenne. Ce sera l'objet, messieurs, d'un autre débat. Merci à vous de nous avoir éclairés sur cette question. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, merci à tous.